INA Podcast. Faut-il taxer davantage l'héritage ? Alors que les inégalités se creusent en France depuis plusieurs décennies, alors que le gouvernement cherche à tout prix à faire des économies, la question revient dans les esprits. Et pourtant, elle irrite bon nombre de Français. Oui, l'impôt sur les successions est l'impôt le plus détesté par nos compatriotes. Un paradoxe lorsque l'on sait que l'héritage a une responsabilité de plus en plus grande dans la fabrique des inégalités dans le pays. Assiste-t-on au retour d'une société d'héritiers comme au XIXe siècle ? Faut-il augmenter les droits de succession pour plus de redistribution et d'égalité des chances ? Tout ça, on en parle avec vous. Patrick Savidan, bonjour. Bonjour. Professeur de philosophie politique à l'université Panthéon-Assas. Et vous, Marie Gariazo, bonjour. Bonjour. Directrice de l'Observatoire Société et Consommation et co-autrice d'une étude publiée pour la Fondation Jean Jaurès intitulée « La roue de la fortune, constitution et transmission des patrimoines dans la France contemporaine ». Vous allez nous détailler les grandes lignes de cette étude dans quelques minutes. Mais en guise de teaser, en 2 mots, est-ce que c'est le retour en France d'une société d'héritiers ? Alors c'est justement la question qu'on s'est posée pour enclencher ce travail. Et l'idée, c'était d'aller voir si l'ascenseur social était complètement bloqué ou seulement grippé. On a trouvé quelques brèches, mais qui ne concernent qu'une minorité de la population. On va développer tout ça avec vous deux, Patrick Savidan et Marie Gariazo. Mais d'abord, on commence par le récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Taxer l'héritage, ça fait longtemps, très longtemps que le sujet hérisse les foules. C'est simple, depuis la Révolution et la première loi de taxation universelle sur l'héritage en 1790, beaucoup de Français râlent et les siècles n'y changent rien. Écoutez l'ancien président de la République, Georges Pompidou, on est en 1973. Le Français est attaché à l'héritage, figurez-vous. Il veut pouvoir transmettre à ses enfants tout ce qu'il a acquis. Il déteste payer des droits de succession, même modérés. Et c'est vrai qu'avec cette fiscalité, il y a un point qui inquiète une majorité de Français, comme le résume ce notaire en 1979. Dès qu'on parle aux Français du problème des droits de succession, la réaction de tous est la suivante. Comment ? J'ai travaillé toute ma vie pour mes enfants, pour ma femme, puisque c'est toujours le mari qui meurt le premier, tout le monde le sait, et je ne pourrai rien leur laisser, car l'État va me prélever la plus importante partie de mon patrimoine. À l'époque, si on en parle, c'est parce qu'une partie de la classe politique veut augmenter justement ses droits de succession. Le taux maximum pour l'héritage en ligne directe, c'est-à-dire entre parents, enfants et petits-enfants, est alors de 20%. Certains parlementaires veulent l'élever à 40% pour les plus riches et même davantage si l'héritier a déjà de la fortune. Évidemment, ça en agace certains. Extrait de l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, toujours en 79. Allô ? Allô, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Je trouve absolument scandaleux que l'on impose l'héritage, quel qu'il soit. Que ce soit un héritage considérable ou un héritage minime. Que vous ayez derrière vous des ancêtres depuis 300 ans ou un grand-père qui a fait fortune en une génération, que l'on vienne imposer le travail des uns ou l'accumulation faite par les autres, je trouve ça scandaleux. Mais vous le savez, à cette époque souffle sur la France un vent de changement. En 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir avec pour idée, lui aussi, d'adapter la fiscalité sur l'héritage tout en sachant qu'il s'attaque à un sujet hautement sensible. Alléger l'impôt sur les petites successions par le doublement de tous les abattements à la base. Je ne m'attaque pas au patrimoine, je le soulage. Bien entendu, comme il faut qu'il y ait l'équilibre des finances publiques, je demanderai, en somme,
que l'on augmente l'impôt sur les très grandes successions. Je rétablis, en somme, je répartis mieux la richesse de la France. Le gouvernement élève donc à l'époque le niveau d'abattement fiscal pour les transmissions en ligne directe, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel les successions ne sont pas taxées, mais accentue également la progressivité de l'impôt sur les successions. En gros, plus l'héritage est important, plus il est taxé, et là encore, ça râle. Je crois qu'il est normal que l'État prélève des droits sur les héritages puisqu'il le fait pour d'autres choses. Cependant, il paraît que dans certains cas, ces droits sont très élevés. Et alors, le système de l'héritage devient absurde, puisque si on vous lègue une maison et que vous êtes obligé de la vendre pour pouvoir payer les droits de succession, ça devient stupide. 25 ans plus tard, la philosophie politique est inverse. Nicolas Sarkozy, alors fraîchement élu président de la République, réduit la fiscalité qui pèse sur les successions. On est cette fois en 2007, extrait du JT de France 2. Dorénavant, il n'y aura plus aucun droit de succession à payer pour le conjoint survivant, qu'il soit marié ou pacsé. Pour les enfants, l'abattement sur ces droits passe de 50 000 à 150 000 euros. Un des autres volets du texte porte sur les donations. Il est maintenant possible de donner à ses enfants 30 000 euros tous les 6 ans sans aucun impôt. Avant d'être amendé, le texte initial prévoyait une donation à 20 000 euros. Aujourd'hui, 85% des successions sont exonérées. Avec ces mesures, ce sera 95%. Car c'est là tout le paradoxe. L'impôt sur les successions est l'impôt le plus détesté des Français. Pourtant, la grande majorité n'est pas concernée. Ce sont les héritages les plus importants qui sont taxés. En 2012, François Hollande introduit à ce sujet une nouvelle tranche d'impôt à 45% pour les successions supérieures à 1,8 million d'euros entre parents et enfants. Bref, un impôt sur l'héritage touché, retouché et re-retouché au gré des alternances politiques. Avec Emmanuel Macron, les règles changent de nouveau. Aujourd'hui, grosso modo, un parent peut transmettre à chacun de ses enfants jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans sans être taxé. Au-delà, un impôt allant de 5 à 45% s'applique en fonction des sommes transmises. Oui, enfin ça, c'est en théorie. Comme le pointe l'économiste Clément d'Herbecourt, on est en 2019. Le barème prévoit qu'on puisse monter à des taux de 40-45%. Or, ce qu'on observe, c'est plutôt des taux de 20 ou 25%. Et comment justement ces grandes fortunes arrivent à payer moins d'impôts ? Il existe un certain nombre d'abattements, d'exonérations, notamment sur l'assurance vie, sur certains types, les bois et forêts, les œuvres d'art. Par ailleurs, le constat est clair depuis plusieurs années, devenir riche en France dépend de plus en plus du résultat de l'héritage. Explication de l'économiste Nicolas Frémaux, toujours en 2019. De plus en plus, on va acquérir une position confortable sur l'échelle des patrimoines parce qu'on a hérité, donc parce qu'on est né dans la bonne famille, et pas parce qu'on a innové, parce qu'on a entrepris. Et ça change en effet toute la vie, c'est-à-dire que votre lieu de résidence ne va pas être le même. Vous pouvez vivre dans une grande ville quand le non-héritier va rester locataire ou va devoir vivre en banlieue ou plus loin. Vous allez aussi avoir des trajectoires professionnelles différentes. Une tendance confirmée par une étude de la Fondation Jean Jaurès, publiée en septembre 2025. Soit. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut davantage taxer l'héritage ? Ou du moins, différemment ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Patrick Savidan, et vous, Marie Gariazo. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre, Patrick Savidan ? Il y a une sorte de feu nourri et une forme de constance dans le rejet d'une forme d'imposition qui semble injuste pour différentes raisons. Et je trouve que le documentaire le montre bien, justement, précisément parce que ça renvoie à des questions sur l'accumulation, sur la transmission. Donc il y a une charge morale très, très importante. Marie Gariazo, une réaction ? Oui, un peu pareil, cette idée de constance, en fait, notamment par rapport à l'opposition très forte au droit de succession, mais qui est aussi très fortement alimentée par la parole politique. C'est vrai que tout le monde se fait écho pour rester sur une forme de statu quo, en fait, en la matière. Et puis peut-être, non, ce qui m'a fait sourire, moi, c'est sur
les familles, sur le mari qui meurt avant, sur toute cette logique associée à l'héritage de le labeur de toute une vie, la famille, parce que c'est des choses qui sont aussi un petit peu en train de changer avec les structures familiales qui ne sont plus les mêmes qu'auparavant, et puis ce droit sacré qui persiste, mais qui peut peut-être être réinterrogé dans la société actuelle. Et ça, vous l'avez peut-être observé d'ailleurs dans cette étude que vous publiez donc pour la Fondation Jean Jaurès, une étude passionnante réalisée avec Jérôme Fourquet, je le rappelle, intitulé « La roue de la fortune, constitution et transmission des patrimoines dans la France contemporaine ». Concrètement, le constat est clair, l'héritage accentue de plus en plus les inégalités en France. Même si vous le précisez dans l'étude, on peut quand même encore accéder en France à la fortune sans être héritier. Oui, c'était ça. L'idée, c'était d'essayer de voir en fait les brèches qui continuaient d'exister. Alors, force est de constater quand même que l'ascenseur social en France, il est très fortement grippé, que les règles ne sont pas, plus tout à fait les mêmes. Avant, avec un bon diplôme, on pouvait accéder à un emploi rémunérateur et puis accéder à une ascension sociale par rapport à la génération précédente. Aujourd'hui, vraiment faire fortune grâce au salariat et par le biais de ces simples revenus, c'est quand même très, très compliqué. Et ça, tous les professionnels qu'on a rencontrés le confirment. Après, on observe à différents niveaux de l'échelle sociale quand même une forme de rotation. Alors, à la fois au niveau des élites. On a étudié le classement des 500 plus grandes fortunes françaises et on s'est rendu compte que, évidemment, il y a un taux d'héritiers très important, mais il y a quand même une forme de renouvellement qui est sociologiquement très marqué, puisqu'on est plutôt avec un renouvellement parmi les catégories socio-professionnelles supérieures, mais ça bouge quand même, et notamment le numérique a permis l'arrivée de nouveaux entrants dans les grandes fortunes françaises et a un peu rebattu les cartes en haut de la pyramide. Et puis si on revient un petit peu plus bas dans l'échelle sociale, pour parler comme ça, il y a aussi d'autres brèches qui apparaissent, notamment à travers l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu de façon assez forte, à la fois dans les entretiens qu'on a pu réaliser, mais aussi dans les chiffres qu'on a pu étudier. Il faut vraiment rester lucide sur le fait que l'entrepreneuriat n'est pas une voie d'ascension sociale pour tous, mais ça ouvre quand même des brèches et donc ça rebat un peu aussi les cartes. Et notamment, on a étudié le nombre de franchisés, de franchises en France. C'est un moyen d'accéder, de se constituer un patrimoine sans prendre trop de risques et de petit à petit peut-être connaître une ascension sociale par rapport aux générations précédentes. Je lisais des chiffres publiés en 2021 par le Conseil d'analyse économique. En France, aujourd'hui, 60% du patrimoine a été hérité. Dans les années 70, c'était 35%. 60%, c'est un niveau proche de celui du 19e siècle. Je posais la question à Marie Gariazo en introduction, je la pose à vous. Patrick Savidon, est-ce qu'on revient dans une héritocratie, selon vous ? La formule est forte et à mon sens justifiée. Tout simplement pour les raisons qui ont été indiquées, c'est-à-dire le fait que le salariat permet plus aussi aisément que par le passé de progresser dans l'échelle sociale par rapport au reste de la société, mais aussi par rapport à la génération qui aura précédé. Et puis surtout, il y a toute une série d'éléments de blocage qui se mettent en place, qui conditionnent les niveaux de vie de chacun, les milieux dans lesquels ils vont pouvoir se mouvoir ensuite et les types d'opportunités que ça peut créer. Il y a des effets de sclérose qui se mettent en place et qui sont tout à fait documentés désormais. L'immobilier, par exemple, c'est un énorme facteur d'inégalité. On le sait, le logement, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'accéder à la propriété dans une grande ville comme Paris si on n'a pas hérité ou reçu une donation. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu très fortement. C'est-à-dire que l'héritage, aujourd'hui, il arrive pas forcément post-mortem, en un bloc. En fait, il est un peu distillé à toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire que la génération, alors soit des boomers, pour employer les termes actuels, en fait, donne beaucoup à ses enfants et va donner un peu à toutes les étapes, c'est-à-dire à la fois... pour acheter un véhicule, pour évidemment accéder à la propriété, mais aussi en cas de divorce, de coup dur, de maladie, de reconversion professionnelle. Et du coup, ça crée des inégalités en fait très fortes. Ça dit déjà que finalement la génération d'en dessous a vraiment du mal en fait à accéder à ce à quoi la génération d'au-dessus a accédé relativement facilement, a été chanceuse pour accéder à la propriété, à l'emploi et à la consommation. Aujourd'hui, c'est grippé et donc du coup cette génération va donner et donc cette sécurité familiale, c'est ça qui va créer des inégalités à tous les niveaux et de plus en plus tôt.
On le comprend, hein, ces inégalités, elles sont grandissantes et pourtant, on l'a entendu dans le récit documentaire, la simple idée de toucher aux règles fiscales sur l'héritage est épidermique pour une immense majorité de Français, toutes catégories confondues, dans le contexte actuel, avec des Français qui demandent de plus en plus d'égalité, plus de justice sociale, plus de justice économique. C'est complètement paradoxal, Patrick Savidan. Oui, c'est un paradoxe et c'est pas un paradoxe isolé. À vrai dire, on l'observe en matière de choix d'école, les politiques éducatives, les politiques de santé, toutes les politiques, quelles qu'elles soient, sont impactées par des multiples de paradoxes du même ordre, c'est-à-dire une sorte de contraste incompréhensible entre d'un côté une aspiration qui est très largement partagée à l'échelle de la société, qui est de l'ordre de 85%, mais de personnes qui disent qu'en gros on est dans des sociétés qui sont trop injustes et que la bonne manière de contribuer à la rendre plus juste, ce serait de réduire les inégalités. Et en même temps, très clairement, à mesure qu'on enregistre ces adhésions massives à des idéaux de justice, on constate que les inégalités n'arrêtent pas de se creuser. Donc on est sans doute en droit de s'inquiéter, de s'interroger. Et de fait, vous avez raison de le souligner, le paradoxe est tout à fait patent lorsqu'il s'agit des successions. Et il est en plus renforcé par le fait qu'on a des personnes qui ne sont pas concernées par ces droits de succession, qui sont généralement plutôt issus de classes populaires, parce que c'est la masse des personnes, classe moyenne, classe populaire, et qui vont eux aussi participer de cet impôt bashing pour des raisons qui sont multiples, je crois. Certaines sont des raisons qui sont fortes, qu'il faut écouter, qu'il faut essayer de prendre en compte. D'autres sont plus conjoncturelles, je dirais. Mais très clairement, par exemple, alors il y a eu des éléments qui tiennent aux effets de contexte. Hein. C'est ce que vous avez dit par rapport aux écarts de niveau de vie entre les générations. On n'a plus du tout les mêmes situations et donc il y a une tension plus grande dans la société parce que la précarité est plus grande, parce que les parents s'inquiètent pour leurs enfants, parce qu'ils ressentent bien la nécessité de les aider. Mais au niveau des raisons, elles sont encore multiples. À un moment, il était question du poids de la parole politique. Il y a aussi le poids des sondages. Les questions qu'on pose précisément aux sondés sont souvent très orientées. Est-ce que vous voulez qu'on diminue la fiscalité pour que vous puissiez aider davantage vos enfants? Qui va dire non? Mais après, je pense que ça, c'est conjoncturel. Ça n'enlève rien au diagnostic que vous faisiez, qui a effectivement une constance. Et là, pour essayer de la comprendre, une constance dans le rejet de ce type de fiscalité, je crois qu'il faut regarder aux valeurs morales qui sont impliquées. Alors, le président Pompidou parlait de patrimoine, de la maison, etc. Il en a été question. Vendre la maison familiale au moment où on en hérite, ça a quelque chose de déchirant pour beaucoup de familles. Et donc, ça touche une corde sensible. Simplement, ça néglige de souligner que le patrimoine, c'est bien autre chose que la maison familiale. Oui, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire pour vous faire écouter. J'ai envie de vous faire écouter une archive. Hein. C'est pas toujours une question d'argent dans ce qu'on se transmet avec le matériel. Il y a aussi de l'immatériel, des souvenirs, une histoire, la maison de vacances, les meubles, les bijoux de famille. Écoutez justement cette archive de 1983. Je suis contente de laisser quelque chose à mes enfants, comme d'ailleurs mes parents l'ont fait pour moi, bien que ce ne soit pas une grande fortune. Je possède une maison, même 2 maisons et quelques terres, et je pense que l'héritage, ce n'est pas seulement la valeur des choses, mais ça comporte aussi un aspect sentimental. On est heureux, je pense, de se retrouver dans la maison où l'on a passé son enfance et dans la ville où on est né. Voilà, dans le récit, on a entendu, il y a cette idée, bien sûr, le fameux « j'ai travaillé toute ma vie, je veux pouvoir transmettre librement mes biens à mes enfants ». Et puis, les Français, ils ont aussi, pour certains, peur de ça, être obligés de devoir vendre, par exemple, la maison familiale au moment de la succession pour pouvoir payer les impôts. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Oui, alors après, c'est drôle, cette archive, parce que dans les entretiens qu'on a réalisés, en fait, la plupart des acteurs du patrimoine qu'on a rencontrés nous disent observer très fortement des reventes, en fait, des maisons de famille par les nouvelles générations qui n'ont pas forcément envie d'hériter, en fait, de cette maison. Alors évidemment, tout est lié à l'endroit où est cette maison, hein, parce que, pour le dire crûment, une maison dans la Creuse, ça va pas être tout à fait la même chose qu'une maison moins à la sexy Baule, qu'à Saint-Tropez ou qu'un chalet à Courchevel. Mais juste pour revenir avant sur l'héritage, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment un droit, en fait, un peu sacré. C'est aussi quelque chose qui appartient à la sphère privée. Et donc, l'idée de venir taxer, en fait, quelque chose qui nous appartient, qu'on a l'impression d'avoir fait fructifier à la sueur de son front, c'est quelque chose de compliqué, en fait, pour les Français. Et tout ça baigne aussi dans une forme de surestimation. C'est-à-dire que la plupart des Français
pensent qu'ils vont être taxés au moment de leur succession. Or, c'est un taux très très bas. Est-ce que vous pouvez nous le préciser, ça? Alors, par exemple, déjà, il n'y a qu'une personne sur deux, un ménage sur deux qui va toucher un héritage. Il y a 80% de la population qui ne touchera aucune donation. Donc, on est déjà sur des proportions. Il n'y a que 15% des patrimoines qui sont au-dessus de 100 000 euros. Donc, la plus grosse partie des patrimoines, ils concernent entre 8 000 euros, 30 000 euros. Et donc, ils ne seront pas taxés. Ils seront pas taxés. Il y a à peu près, je crois, 87% des patrimoines qui ne sont pas taxés. Donc, du coup, on est dans une sorte de paradoxe. Et quand même, pour revenir sur ce qu'a dit Pompidou et ce qui a surtout été aussi très fortement activé sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est que le politique, il a un peu joué aussi là-dessus, sur le fait que c'était la personne de l'île de Ré, qui avait sa petite maison de pêcheur, qui avait pris énormément de valeur pendant des décennies, et puis que du coup, elle était obligée de tout revendre pour payer. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ces exemples-là, en fait, ils ont aussi alimenté une opinion très réfractaire, en fait, au droit de succession, parce que tout le monde, c'est aspirationnel de se dire qu'on va mettre de l'argent de côté, et donc, ça crée aussi des mouvements d'opinion au-delà des sondages qui sont très forts et qui alimentent cette opposition virulente au droit de succession. J'entends ce que vous dites, mais j'ai lu un rapport de 2021 de l'OCDE. La France est l'une des championnes au monde des droits de succession. Je crois le 3e pays où l'on taxe le plus. Alors, j'entends, vous dites, oui, mais bon, très peu d'héritages sont taxés. Dans les faits, on est un des champions de la taxation de l'héritage. Alors, c'est vrai, j'ai lu la même chose. Alors, je ne suis pas experte de ce qui se passe de comparaison internationale, parce que sur ces domaines-là, c'est toujours aussi, entre guillemets, facile. On prend un chiffre et puis, forcément, ça va aussi avec la façon dont on gère les dépenses publiques au niveau de l'État. Enfin, c'est des enjeux beaucoup plus macroéconomiques. Donc, je n'aurais pas forcément un avis tranché sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un paradoxe très fort de voir une opposition viscérale à l'augmentation des droits de succession, alors que ça concerne très peu de personnes, mais que ça concerne des personnes qui souvent sont quand même aussi aux manettes. Il y a aussi l'idée que les personnes sont d'autant plus attachées aux fortunes qu'ils ont accumulées qu'ils peuvent avoir le sentiment d'avoir déjà été imposées à un premier niveau, c'est-à-dire au moment de la production de cette richesse, ils ont été taxés, et de fait, l'héritage ou la succession vient retaxer quelque chose qu'il a déjà été. Donc il y a l'idée que c'est une double imposition et qu'on peut être d'accord pour une imposition, mais pas forcément pour l'être deux fois. Et puis d'un point de vue moral, ça renvoie aussi à cette idée d'individualité très forte. Les gens ont fait des choix qu'ils perçoivent comme des choix moraux, par exemple ne pas dépenser et épargner, donner plutôt que dilapider. Et donc là, on vient leur dire que ces choix qu'ils ont faits pour des raisons morales, avec le sentiment de faire ce qu'il était juste de faire, de ne pas se mettre à l'écoute d'eux-mêmes, mais de se mettre à l'écoute d'autrui, et notamment ceux qui leur sont proches, eh bien ces actes-là sont bafoués par une politique qui, effectivement, Georges Bouge parlait de taxes sur la mort, peuvent leur sembler immorales. On l'a entendu dans le récit documentaire, avec l'optimisation fiscale notamment, les gros patrimoines échappent en partie à l'impôt sur les successions. Dans les faits, on n'est pas à 45%, mais plutôt à 20%. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté, vous, dans votre étude, Marie Gariazo ? Oui, alors c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'en tout cas, il y a un critère qui est extrêmement discriminant aujourd'hui. C'est, alors on peut appeler ça de différentes manières. C'est soit le sens, la culture de l'argent, la maîtrise financière. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, à patrimoine égal, ceux qui vont faire fructifier ce patrimoine, c'est ceux qui vont maîtriser tous les codes, en fait, d'analyse financière, d'optimisation fiscale, qui vont à la fois utiliser les dispositifs fiscaux qui sont mis en place par les différents gouvernements, mais qui vont aussi démultiplier, ou en tout cas diversifier au maximum leurs avoirs. Et donc, on se rend compte qu'il y a comme une forme d'aristocratie financière, en fait, qui se crée. Et d'ailleurs, par le salariat, on se rend compte, alors il faudrait quantifier peut-être de façon plus rigoureuse, mais que les seules professions, en fait, qui réussissent finalement à se constituer par le salariat un patrimoine relativement conséquent, c'est les professions qui travaillent dans l'asset management, qui travaillent, en fait, dans la finance. Voilà. Et donc, pour revenir à la question initiale, je pense qu'aujourd'hui, on est
obligés d'écouter la demande de justice fiscale, sociale, qui est très forte en France. Donc taxer davantage l'héritage. Mais taxer ou alors différemment. C'est-à-dire, alors moi, je suis pas économiste pure et dure, mais en tout cas, l'idée aussi de lutter contre l'optimisation fiscale ou de, remettre à plat les niches fiscales. Remettre à plat les niches fiscales et puis surtout se dire que, c'est cette culture financière, soit on la démocratise, soit on fait en sorte qu'elle ne crée pas des inégalités telles. Et puis je dirais qu'il faut aussi rappeler qu'il est nécessaire de séparer un petit peu la situation de celui qui donne et la situation de celui qui reçoit. Toutes les questions qu'on a abordées, au fond, qui consistent à interroger le caractère juste ou injuste de l'héritage, se placent du point de vue de celui qui donne. Et on se dit, il a donné, donc la double imposition, la taxation, la transmission qui est parasitée, etc. Mais si on considère que l'acte de donner est tout à fait légitime et qui peut faire valoir un certain nombre d'arguments en sa faveur, en revanche, quel type d'arguments peuvent mobiliser, arguments moraux, peut mobiliser celui qui reçoit? Quel droit il a à recevoir quelque chose à laquelle il ne peut pas attacher son travail, pour lequel il n'a pas donné de sa personne, etc., etc. Donc, si on dissocie les deux, on voit que finalement, la question de la justice et de l'injustice de la succession devient beaucoup plus ouverte. J'ai une autre archive à vous faire écouter, une interview du réalisateur Claude Lelouch en 1974. Écoutez. Un homme qui gagne de l'argent est un aventurier, en général, tandis qu'un homme qui hérite devient un comptable. Alors, l'héritage transforme d'un seul coup les aventuriers en comptables, ce qui fait que d'une génération sur l'autre, on a pratiquement des masses énormes d'argent qui sortent de l'activité. Moi, je vois, par exemple, avec un film, on arrive à faire travailler, disons, 3000 personnes. Si demain matin, mon fils héritait de cet argent, il ne ferait plus travailler que lui-même. Ça fait d'un seul coup 3000 personnes en moins. Donc, je pense qu'un homme qui gagne de l'argent a le droit de le dépenser, d'en faire ce qu'il veut. Puis, jour de sa mort, on lui récupère et puis on le donne, on le partage. Interview de Claude Lelouch dans les années 70. Abolir l'héritage, Patrick Savidan, ça fait depuis la Révolution française que l'idée existe, je crois. Abolir l'héritage, ça, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'une société a besoin de préserver quelque chose comme cette notion. En revanche, imaginer d'autres modalités, justement sur la base de la dissociation que j'évoquais entre celui qui donne et celui qui reçoit, d'autres modalités de la répartition, ça paraît la bonne voie à emprunter, sachant que certains ont déjà beaucoup réfléchi à ces questions pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un héritage au bénéfice de la société dans son ensemble. Donc, puisque la plupart du temps, les gens se font beaucoup d'illusions sur le caractère individuel des mécanismes qui les ont portés à ce niveau de richesse, très souvent, c'est des entreprises coopératives, c'est des systèmes, c'est des structures qui font que certains individus vont réussir à tirer leur épingle du jeu, mais la richesse, elle a été produite par les infrastructures plus que par eux individuellement, même s'il y a des gens géniaux dans la vie, ça je ne le conteste pas, il reste que la plus-value qu'il représente dans cette production de la richesse, elle est infinitésimale et simplement, il y a un discours très individualisateur et très exaltant, très héroïque de la personne qui produit de l'argent, qui a du génie, des Elon Musk ou d'autres, qui est complètement délirant, qui est mythologique précisément. Et donc là, c'est rappeler déjà tout ce qu'il y a de social dans les mécanismes de production de la richesse et puis dire que finalement, que si l'argent va du social au social, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est en tous les cas pas une spoliation. Toutes ces inégalités qui se creusent notamment en raison de l'héritage, l'un et l'autre, est-ce que vous les trouvez dangereuses pour faire société, pour la cohésion des Français ? Oui, personnellement, je les trouve dangereuses. Enfin, nous, on réalise quand même beaucoup d'études d'opinion sur auprès des Français de toute catégorie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cohésion sociale, elle est extrêmement complexe. On est dans une société où il y a un très fort sentiment d'injustice que les politiques, en tout cas, n'arrivent plus à combler aujourd'hui. Et là, il y a une colère quand même qui s'exprime, qui est là et qui mériterait d'être bien davantage entendue. Patrick Savidan. Je crois en effet qu'on peut critiquer l'héritage pour des raisons qui tiennent à sa définition même, mais on peut aussi s'interroger sur les effets qu'il produit, vous avez raison, et notamment sur le registre des inégalités. Et les inégalités, effectivement, constituent une sérieuse menace pour des démocraties comme les nôtres, qui sont très fragilisées. Il y a des formes de séparatisme sociaux qui se mettent en place, qui ont des effets politiques tout à fait importants. On entend des
des développements plus populistes, etc. Et donc ça, très clairement, c'est fondé dans ce sentiment d'injustice qui tient précisément au sentiment qu'il y a une captation du pouvoir qui est calquée sur la puissance économique. Et puis, d'un point de vue moral, il y a tout simplement un ensemble de mécanismes qui ont été construits depuis la fin du 19e siècle, qui ont contribué à faire naître une sorte de solidarité publique impersonnelle, où on aide les individus parce qu'on fait partie du même espace de coopération, qui est en train de se fragiliser au bénéfice d'une solidarité du chacun pour soi, d'une certaine façon, ou du proche. Faire société malgré les inégalités, un défi grandissant. Alors faut-il ou non taxer davantage l'héritage ? En tout cas, on a les cartes en main pour y voir plus clair. Grâce à vous, Patrick Savidan, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie politique à l'université Panthéon-Assas. Et vous, Marie Gariazo, directrice de l'Observatoire Société et Consommation. Je rappelle votre étude passionnante, La roue de la fortune, constitution et transmission des patrimoines dans la France contemporaine, publiée pour la Fondation Jean Jaurès, à retrouver gratuitement en ligne pour approfondir le sujet. Et merci à vous, auditeurs. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.